D'accord. Et je... Bien reçu. euh, non, c'est là. Voilà. Donc, alors, est-ce que tout le monde voit l'écran? Tout à fait. Très bien. On voit l'environnement PowerPoint, par contre, en même temps. Ouais, attends, je vais me OK. mettre Oui, en oui, non. diaporama. Ouais. Voilà. Parfait. Voilà. Mm. Ok. Oui, donc cette soirée est consacrée à la concertation publique sur la SNBC PPE, donc SNBC Mm. Stratégie nationale bas carbone et PPE Programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette concertation publique est en cours, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une indifférence assez grande. Bon, je pense que le contexte politique actuel Mm. ne joue pas en faveur d'une grosse diffusion médiatique de ce genre d'événement. Mais c'est quand même très dommage dans la mesure où c'est Mm. vraiment, comment dire, une consultation qui est importante pour la définition de la politique énergétique de la France à l'horizon 2035. Alors, c'est une conférence organisée par Virage Énergie Climat, mais je veux dire qu'on exploite largement, comme vous pouvez le voir, le dossier du réseau Action Climat. Et puis également des analyses complémentaires de FNE, en particulier du réseau énergie, qui a fait une note sur la PPE. Donc, mais bon, Virage Énergie Climat est adhérente à la fois du réseau Action Climat et de FNE, et donc on est quand même à peu près d'accord avec ce qu'il raconte. Donc, pourquoi participer à cette consultation? Eh bien, il y a quand même une importance de se mobiliser. Bon, avec cette, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment le cas, enfin, compte tenu du contexte, mais enfin, dans les mobilisation des climato-sceptiques, eh bien, en fait, eux se mobilisent pour aller porter, contribuer, porter des propositions, etc. Donc, bon, enfin, vous voyez le genre, pareil, c'est l'exemple de Vendémer, qui est une association anti-éolienne, et donc, bien sûr, ils demandent à leurs adhérents de contribuer assez largement donc, il est important de contribuer, ne serait-ce que pour établir un contre-feu par rapport à cette mobilisation des adversaires du climat. Ensuite, bah, ce qui est important, c'est de porter fortement des propositions communes, des propositions écologiques et sociales, euh, de façon à ce que la synthèse de la concertation, hein, c'est une concertation qui se place sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Et donc, cette concertation doit intégrer des orientations, des propositions prioritaires. Euh, donc, il faut montrer en particulier que les moyens financiers et réglementaires pour atteindre les objectifs, qui sont assez ambitieux, de la SNBC et la PPA, bah, ces moyens ne sont pas vraiment au rendez-vous et on doit absolument les mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs. Et par ailleurs, il faut montrer un soutien aux énergies renouvelables parce que donc, comme vous le voyez, les, les anti-éoliens en particulier se mobilisent et donc il faut contribuer de façon à montrer qu'il y a un mouvement pour les énergies renouvelables finalement aussi puissant que les adversaires. Donc c'est de quoi cette concertation? Alors déjà, ça se place dans la l'égide de la planification écologique. Donc la stratégie française énergie-climat, en fait, c'est l'addition d'une loi de programmation énergie-climat, la LPEC, donc ça c'est le domaine législatif, et puis de trois stratégies dans le domaine réglementaire, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, la stratégie nationale bas carbone, SNBC, et le plan national d'adaptation au changement climatique, PNACC. Alors je crois que la consultation ce PNACC a eu lieu, il me semble. Je crois que ça... Et donc là, ce soir, on parle de la concertation sur la PPE et la SNBC.
Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est la feuille de route nationale sur le climat, donc qui s'occupe en particulier de réduction des gaz à effet de serre. Donc elle contient, donc ce sont des budgets carbone, c'est-à-dire en fait des budgets d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Donc sur 3 fois 5 ans, sur 15 ans. Donc en fait, cette stratégie nationale bas carbone va jusqu'à 2035, si je me... oui. Et donc, elle contient également les orientations de politique publique pour respecter ces objectifs. Bon, pour la programmation pluriannuelle de l'énergie, bah, comme son nom l'indique, c'est la feuille de route sur l'énergie, donc qui définit en particulier le mix énergétique souhaitable, donc les objectifs de capacité d'énergie par filière, des pistes de soutien, et également un objectif de baisse de la consommation. Hein. Il y a donc à la fois la baisse de la consommation et développement du mix énergétique avec la décarbonation. On va voir ça plus tard. Donc il y a un site de la concertation qui est gouvernemental. Cette concertation a commencé le 4 novembre et se terminera le 16 décembre. Donc ça fait, bon, vous voyez, enfin là on est le 6, donc ça se termine à la fin de la semaine prochaine. Donc il y a plusieurs possibilités pour contribuer, soit à titre individuel, donc il y a des votes sur des propositions sur make.org. Il y a des événements qui sont organisés, des conférences, des webinaires, des réunions par visio. Et alors moi je l'ai pas essayé, mais il y a un simulateur qui permet de faire des scénarios de décarbonation. Ça serait intéressant à voir. Enfin, il y a eu des personnes de FNE qui l'ont utilisé. Il paraît que c'est assez bien fait. Euh, donc ça, c'est à titre individuel. Et on peut également participer dans le cadre d'une organisation, rédiger et soumettre un cahier d'acteurs. Alors, j'ai été voir sur le site il y a 2 ou 3 jours. Il y avait pas encore beaucoup de cahiers d'acteurs, mais je pense que en particulier toutes les grandes organisations ONG environnementales vont certainement déposer un cahier d'acteurs, hein, puisque bon, le réseau Action Climat, FNE, etc. vont se positionner. Il y a également possibilité d'organisation de réunions d'initiatives locales avec un kit gentiment offert pour organiser ces réunions. Alors je ne sais pas du tout s'il y a eu beaucoup de réunions qui ont été organisées dans ce cadre. Voilà. N'hésitez pas à faire remonter vos questions sur le chat. Alors, moi, je le vois pas. Enfin, donc, je sais pas, Denis, peut-être que tu pourras me dire s'il y a des questions qui remontent de temps en temps. Ok, Bon, ok, voilà. d'accord, je regarde. Ah, On a entendu. 9 participants maintenant, là, puis on va voir s'il y a des échanges au niveau du Et chat. voilà. Pour Enfin, l'instant, on je l'écoute, déroule la présentation, et bien puis sûr. donc, s'il y a des questions en cours de route, Mm. eh bien, j'essaierai d'y répondre. Hein. J'ai pas Mm. la science infuse. Quelques outils à garder sous la main. Là, alors, je signale l'existence de l'Observatoire Climat-Énergie. On y avait participé à la mise en œuvre de cet Observatoire Climat-Énergie du réseau Action Climat, qui permet euh, de suivre, de comparer les engagements enfin, disons, des différentes régions par rapport aux trajectoires réelles. Il y a un observatoire régional puis un observatoire national. Bon, il y a un rapport de Greenpeace et un tableau de bord du SGPE. Donc le SGPE, c'est le secrétariat général à la planification écologique. Et donc c'est le SGPE qui a fait énormément de travail depuis 2 ans. Alors bon, actuellement il est un peu dans un stade un peu zombie. On ne sait pas trop s'il va continuer à œuvrer dans le cadre du ministère de l'écologie. Mais ils ont fait, il faut le reconnaître, un très gros boulot de mise en place d'indicateurs de toutes sortes et c'est quand même très intéressant. Alors, on va commencer par un zoom sur la SNBC et ses trajectoires par secteur. Donc, les objectifs. La baisse des gaz à effet de serre. Donc, pour 2030, baisse de 50% des émissions brutes.
et de 52% des émissions nettes par rapport donc à 90, alors que l'objectif enfin, de l'Union européenne est de 55% d'émissions nettes. Alors on va dire que on est un peu avantagé parce que nous avons le nucléaire, voilà, et que donc on dégage un peu moins de GES que les autres. Mais bon, c'est quand même un objectif fort ambitieux, et on verra si il y aura vraiment réalisation de ces objectifs. Autre objectif, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Donc là, actuellement, on est à un peu plus de 1500 TWh d'énergie finale consommée en France. On devrait atteindre 1240 TWh en 2030 pour tomber à 1100 TWh en 2035. Donc c'est quand même une baisse assez significative. On parle d'objectifs là. Et également, il y a un développement des énergies renouvelables qui est assez important. Il y a des études, bien sûr, sur les secteurs émetteurs de GES. Alors, vous voyez le podium, hein, les secteurs les plus émetteurs, c'est le transport, suivi de l'agriculture et de l'industrie. Bâtiments, énergie, déchets viennent après. Euh, donc, il y a des objectifs qui sont répartis, de baisse d'émissions qui sont répartis par secteur d'activité. On voit que, par exemple, pour les transports, on devrait, donc, en bleu foncé, c'était 90. En bleu un peu plus clair, c'est 2022, enfin, donc les émissions de 2022. Et donc en vert, là, c'est les émissions estimées en 2030 pour la SNBC 3. Oui, au passage, donc je signale que c'est la troisième version de la SNBC et de la PPE depuis le début. Donc les réductions sont un peu moins marquées pour l'agriculture. Euh, Très marqué quand même pour les bâtiments, hein, puisque là on parle quand même une baisse assez drastique. L'industrie, bah, on voit qu'il y a eu une baisse très forte entre 1990 et 2022, mais c'est pas forcément très bénéfique dans la mesure où c'était lié à la délocalisation de notre industrie. Il y a quand même une forte euh, demande de réduction sur ce secteur. On verra que c'est concentré sur, en particulier sur une cinquantaine de gros secteurs émetteurs. Pour le secteur production d'énergie, effectivement, là aussi, il y a une forte baisse puisque on réduit très fortement le recours aux énergies fossiles. Et alors, les puits de carbone, eh bien, ils sont euh, notés comme stagnants. En fait, hein. Vous savez que ces puits de carbone, donc, qui sont constitués par les terres agricoles, les forêts, sont actuellement pas en très bonne posture, enfin en particulier pour les forêts. Enfin, donc l'absorption de CO2 par les forêts a largement décru depuis plusieurs années, et donc là on ne compte pas qu'il y ait une revitalisation de ces puits à l'horizon 2030. Donc, on aborde après une série de secteurs. Donc, la mobilité, ce que propose la SNBC, bah, c'est vraiment le levier majeur, c'est l'électrification des véhicules, hein. Donc, avec ici, ça c'est le type d'indicateur qui est monté par le SGPE. C'est donc là la part des voitures électriques dans les immatriculations annuelles pour les véhicules neufs, hein. Donc en 2030, vous voyez qu'il y a quand même une très large augmentation par rapport à 2022, quoi. Donc ça, c'est des pourcentages, hein. Donc on estime qu'il y a les deux tiers des véhicules qui devraient être véhicules neufs qui devraient être électriques en 2030. Donc parmi les autres leviers, bah, on parle de report modal, des véhicules plus léger, plus sobre, le covoiturage, le télétravail, là, etc., etc. Je dirais des choses assez classiques maintenant.
Bon, je passe assez rapidement sur le transport international qui n'est pas inclus dans le budget carbone des transports. Donc ça biaise un peu les chiffres quand même. Alors là, c'est donc l'analyse du réseau Action Climat. Donc là, ce qu'il trouve dans ce qui est proposé, c'est qu'il y a des choses positives, mais euh, donc beaucoup de leviers qui peuvent être activés, mais ceux liés à la sobriété ne le sont pas vraiment beaucoup, en particulier pour le transport aérien. Donc là, on considère que les émissions continuent éventuellement d'augmenter jusqu'en 2028. Donc ça, c'est un. Et puis, bah, je dirais que ces objectifs s'appuient sur des orientations de politique publique qui n'est pas mise en place, et surtout dans l'état actuel enfin de la France, enfin du budget de la France, donc il n'y a vraiment aucune visibilité sur, en particulier du point de vue financier, sur ce que va devenir la mise en œuvre de ces objectifs dans les années à venir. Je dirais que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les autres secteurs également. Donc l'exemple de mesures sur lesquelles s'appuie la SNBC qui ne sont pas mises en œuvre, hein, c'est le développement des pistes et voies cyclables. Enfin, donc le plan vélo, d'après ce que, enfin, là on ne sait pas très bien puisque théoriquement il était abandonné hein, dans le projet de budget de l'ex-gouvernement. Développement du ferroviaire, le verdissement des flottes d'entreprises, le soutien à l'acquisition des véhicules électriques. Bah, on a vu par exemple le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique qui a été fortement réduit ce temps-ci. Voilà. Donc là, une phrase qui va revenir souvent, il est nécessaire d'avoir des financements en adéquation avec les objectifs et ceux-ci doivent être sécurisés et pluriannuels, c'est-à-dire avoir une loi de financement dans la durée. Ça, c'est pas complètement évident. Alors, autre point très discutable dans la SNBC, c'est la proposition de développer des biocarburants et carburants de synthèse. Or, bon, enfin, il est quand même assez clair que, enfin pour nous en tout cas, que les biocarburants ne sont pas vraiment une solution très vertueuse. Les biocarburants enfin les agrocarburants en particulier de première génération, bah, ce sont des cultures intensives avec des problèmes liés à l'agriculture intensive, hein, et avec un bilan carbone qui est tout à fait médiocre et consommateur de surface agricole, alors que c'est souvent quelque chose qu'on reproche par exemple aux autres énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, mais par rapport aux agrocarburants, cette consommation d'espace est très minoritaire. Euh, Au niveau de l'agriculture, donc la SNBC constate une baisse du cheptel, en particulier bovin. Mais ça, c'est plutôt une tendance, c'est la tendance, c'est une poursuite de la tendance actuelle. Actuellement, il y a depuis plusieurs années une baisse du cheptel bovin qui est liée au déclin des élevages français. Euh, donc, euh, donc, il n'y a pas vraiment de volontarisme sur cette baisse du cheptel. Par contre, il y a un certain nombre de points qui sont soulevés, qui pourraient être intéressants. Hausse de la part des élevages en système de pâturage, les labels, etc. L'évolution des régimes alimentaires avec une réduction de la consommation de viande, développement de la consommation des végétaux, enfin en particulier des légumineuses et céréales. Diminution du recours aux engrais minéraux azotés de 26%, développement des haies et ce genre de choses. Donc des points positifs, mais ce qui ressort quand même, c'est que c'est le secteur pour lequel la baisse demandée, la baisse estimée est la plus faible en pourcentage, hein, par rapport aux autres secteurs. C'est un des secteurs qui va être un des premiers touchés par les impacts du changement climatique, hein, ça c'est, et puis bon, il y a le contexte de concurrence internationale.
difficultés de revenus, vieillissement des exploitants, etc. Donc il y a tout un ensemble à considérer. Et là-dedans, bah, je dirais que dans ce cadre, la CNBC ne propose pas un soutien suffisant aux pratiques agroécologiques, en particulier dans les élevages. Il n'y a pas de plan vraiment de plan de sobriété engrais. Et puis, à propos des régimes alimentaires, on attend toujours la publication de la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, le SNOC, et la révision du programme national nutrition santé, donc le PNNS, qui sont attendus depuis plus d'un an. Donc ça, ces deux stratégies devraient être en adéquation avec la SNBC. Enfin, il y a souvent des stratégies qui sont un peu silotées, c'est-à-dire donc des stratégies qui sont prises en compte par certains ministères, et il y a assez peu de transversalité, hein. Donc là, c'en est un exemple. Alors l'industrie, la première source de baisse des émissions, c'est la décarbonation des 50 sites les plus émetteurs. Donc dans la métallurgie, la chimie, l'acier. Ça représente bah, plus de la moitié des émissions du secteur. Donc il y a eu une feuille de route de décarbonation pour ce type d'industrie. Bah, ça implique des tas de changements de mode de production, euh, très onéreux souvent. Euh, Et par ailleurs, bah, il y a toute la problématique des technologies de capture et de stockage de CO2 qui apparaissent fortement liées à ce secteur. Enfin, vous êtes sans doute au courant du projet qui est en jeu dans l'estuaire, enfin disons du côté de Montoire, avec le transport de CO2 de cimenterie deux cimenteries de l'Ouest qui enverraient leur CO2, enfin leur gaz carbonique dans une usine à Montoire. Une partie de ce CO2 serait exploitée pour faire des biocarburants, enfin du e-kérosène ou du méthanol plus exactement, donc par combinaison avec de l'hydrogène produit par électrolyse sur place. Et l'autre partie serait exportée par bateau en mer du Nord. Donc c'est le type de projets qui sont bah, dans les tuyaux, sur lesquels bah, je dirais qu'on peut s'interroger. Enfin d'ailleurs, on va bientôt le 10, je fais un peu de pub au passage, hein, le 17 décembre, nous avons une réunion débat sur ce thème. Donc, ce que pense le RAC de l'industrie, bah, le problème, c'est l'absence de politique industrielle qui structure cette transition, donc qui peut aboutir bah, à des projets un peu mornés ou qui seraient basés sur des technologies de rupture avec un coût et un risque très important. ArcelorMittal, par exemple, dans le Nord, là, avait un super projet de décarbonation et manifestement, bah, ce projet a un peu de plomb dans l'aile parce que Arcelor a du mal à planifier, enfin disons, à prendre en compte tous les coûts relatifs à cette nouvelle méthode de décarbonation. Et bon, actuellement, il y a uniquement le financement public qui permet de stimuler cette décarbonation de l'industrie, mais avec l'incertitude actuelle, bah, je dirais que la plupart des industriels font preuve d'attentisme. Voilà. Et puis, bah, je dirais que on se repose la question à propos de la fiabilité des technologies de captage de carbone. Là, comment dire, euh, des technologies ne sont dans l'ensemble pas matures. Il va y avoir un coût très important et donc ça fait peser un gros risque sur la possibilité d'atteindre l'objectif de
décarbonation pour 2030. Alors, chose positive quand même, c'est que le sujet de l'emploi industriel est abordé dans la SNBC sous le prisme de l'information des salariés, de la transformation des emplois. Donc là, commence à y avoir une petite réflexion sur euh, les adaptations nécessaires du monde du travail à la décarbonation. Pour le bâtiment, quatre leviers principaux sont activés pour le logement et pour le tertiaire. Alors, on envisage des rénovations d'ampleur de 400 000 maisons individuelles et 200 000 logements collectifs par an, en moyenne, d'ici 2030. Donc là, c'est un objectif très ambitieux. Il y a une trajectoire de sortie du fioul pour le chauffage, une baisse de l'usage du gaz pour le chauffage. Donc là, je dirais que on voit bien sûr le, le focus sur les pompes à chaleur qui permettent effectivement de baisser l'usage du gaz pour le chauffage. Bon, puis quelques consignes de sobriété. Donc, ce qu'en passe le RAC, c'est que, alors, le bâtiment, on l'a vu, n'est pas très émetteur de gaz à effet de serre, hein. Par contre, c'est le premier secteur en termes de consommation d'énergie. Donc c'est extrêmement important pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique. Et par contre, on doit absolument intégrer la lutte contre la précarité énergétique par cette massification de la rénovation performante. Donc il y a une grande ambition en termes de nombre de rénovations performantes, mais enfin, vous savez très bien euh, l'état de la politique, enfin disons de ce qui se passe actuellement dans ce domaine. Enfin, il y a eu constamment des stop and go, enfin des allers-retours, un cadre réintègre qui est constamment en fluctuation, et puis bah, des coupes budgétaires qui risquent de mettre en péril l'atteinte des objectifs. Donc, en résumé, la politique devrait marcher sur deux jambes, l'amélioration de la politique d'incitation des ménages à réaliser des travaux, et puis déclencher automatiquement des travaux lors de certains événements, en particulier bah, lors de la vente d'un logement, enfin plutôt de l'achat d'un logement, de la mutation, des relevalements de façade et ce genre de choses. Euh, Alors là, la baisse des émissions dans le secteur de la production d'énergie s'appuie principalement sur le développement des énergies renouvelables électriques. C'est donc très net. Donc là, pour réduire les émissions, hein, c'est essentiellement l'usage des ENR électriques, enfin des énergies renouvelables électriques qui permettent d'atteindre l'objectif de 27 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030. Les déchets, bon, je dirais, bon là je passe rapidement, hein, euh, les émissions, c'est essentiellement les dégagements de méthane des décharges, et donc les leviers proposés sont essentiellement le captage de méthane dans les lieux de stockage des déchets. Alors bon, il est bien évident que c'est un peu insuffisant. Euh, donc les émissions du secteur des déchets, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, je dirais que la production de déchets est liée à notre mode de consommation. Enfin, là, je vais pas, je prêche à des convertis, je prêche à des convertis. L'économie doit passer de linéaire à circulaire, et puis on doit réduire au maximum les déchets, en particulier pour les plastiques. Donc ici, je dirais qu'il y a un, un besoin de sobriété en ressources. Euh, qui est patent et qui n'est pas suffisamment mis en valeur dans la SNBC.
Euh, FNE, dans ce comté, également prône un encadrement très strict de la publicité, puisque c'est quand même la publicité qui nous encourage dans les comportements de consommation plus ou moins addictive qui génèrent beaucoup de déchets. Alors les puits de carbone, on en a parlé tout à l'heure, hein, ils ont fortement diminué sur la décennie écoulée, en particulier. Donc c'est les successions de sécheresses et puis d'années au contraire très humides qui désorientent nos arbres et qui les font souvent mourir. Sécheresse, attaque des parasites, incendies, etc. Et donc il y a eu vraiment par rapport aux années 2000-2010 un effondrement du puits de carbone forestier. Euh, on a vu enfin, la SNBC considérait que ces puits devraient rester à peu près stables d'ici 2030. On, on encourage également une augmentation du stockage carbone dans les produits en bois. Donc, panneaux isolants, papier, c'est plutôt, je dirais, les meubles et les produits biosourcés, enfin disons le bois, l'usage du bois dans la construction. Une baisse des émissions des terres agricoles avec une modification des pratiques, hein, et puis une réduction du rythme d'artificialisation. Donc ça, ben, je dirais, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif pour les puits de carbone semble trop faible pour être compatible avec l'objectif européen, puisqu'il faut quand même pas oublier qu'on est toujours dans une perspective européenne. Euh, et par ailleurs, bah, la forêt, c'est pas uniquement un puits de carbone, ni une source de bois, donc bois d'œuvre ou bois énergie. C'est aussi un lieu de biodiversité à préserver. Euh, donc là, je dirais, alors, là, il y a sur ce point de l'exploitation du bois, enfin, il y a de la biomasse en général. Il peut y avoir des points de vue un peu divergents entre bon FNE par exemple, qui est très prudent sur euh, l'exploitation du bois, enfin disons donc l'augmentation des quantités de bois prélevés en forêt. Que ce soit pour le bois d'œuvre ou le bois, surtout pour le bois énergie. Donc, bien sûr, tout le monde est pour la hiérarchie des usages, c'est-à-dire que l'utilisation de la biomasse et du bois en particulier pour l'énergie, c'est vraiment le dernier, enfin, c'est la base de la pyramide, mais au-dessus, enfin, il faut privilégier les usages pérennes, par exemple, dans la construction, dans les produits bois, etc. Euh, et par contre, il y a d'autres organisations comme Solagro qui a fait une étude récente sur la biomasse, enfin les sources de biomasse, et qui dit que finalement, bah, il y a quand même des quantités, des gisements qui sont exploitables. Donc là, je dirais que c'est en quantité relativement suffisante pour assurer une place quand même assez importante pour la biomasse sous toutes ses formes, hein, liquide, solide ou gazeuse. Donc ça, c'est un point, je dirais qu'il faudra sans doute qu'on éclaircisse, enfin, qu'on travaille entre organisations. Alors, non, je crois que c'est le dernier slide sur la SNBC, l'empreinte carbone, ce que propose la SNBC. Donc, il n'y a pas actuellement d'objectif pour l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone comprend les émissions territoriales, plus les émissions importées, enfin, donc c'est-à-dire que on importe des produits dont la production a généré des gaz à effet de serre, et donc on comptabilise ces émissions importées, et puis on doit défalquer les émissions exportées, hein, puisque
enfin, malgré tout, la France exporte encore des choses. Et donc voilà, donc c'est le résultat de la- donc vous voyez sur ce graphique hein, l'évolution de, de l'empreinte donc jusqu'en 2023. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'objectif, mais la SNBC définitive devrait comporter des objectifs en termes d'empreinte, ce qui est un progrès, je trouve. Ah oui, quand même, dans la SNBC, il y a des euh, données sur la territorialisation, c'est-à-dire donc le fait de décentraliser en fait les objectifs nationaux. La SNBC, c'est au niveau national, donc c'est des objectifs nationaux, mais ils devraient être déclinés en objectifs régionaux. Et c'est un peu le rôle des COP régionales qui fonctionnent là depuis quelques mois, depuis cette année. Euh, pour prendre en compte ces objectifs et puis faire en sorte que la somme des objectifs régionaux équivalent aux objectifs nationaux, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Enfin, quand on considère les SRADET régionaux actuels, eh bien, quand on fait la somme des SRADET, on n'est pas du tout en phase avec ces objectifs nationaux. Donc, bah, les COP, on verra ce que ça donne. On a commencé on y a participé à quelques ateliers. Là, depuis juin, on n'en entend plus parler, mais ça va certainement repartir. Quand on aura un gouvernement, peut-être. Alors, il y a une mention, on parlait de biomasse, effectivement, là, il y a un besoin de gouvernance renforcée au niveau régional et aussi national sur la biomasse, des inquiétudes. SGPE avait des inquiétudes sur le bouclage biomasse, sur, euh, donc, bah, le problème, hein, c'est ce que pense le RAC, FNE, et les organisations environnementales d'une façon générale, c'est qu'il y a une forme de contradiction entre la reconnaissance du rôle clé des collectivités locales pour la mise en œuvre de la SNBC et puis bah, les coupes budgétaires qui ont été votées, en particulier donc la baisse du fonds vert, la baisse du fonds chaleur, etc. C'est bon. Donc là, il y a vraiment une contradiction entre les moyens accordés et la reconnaissance du rôle clé des collectivités locales. Et par ailleurs, bah, on n'est pas encore sûr que tout soit clair quant à l'articulation entre les COP régionales dont on a parlé là, et les documents de planification territoriale, SRADET, PCAET, etc. Voilà. Alors, oui, si, quand même aussi pour les emplois. La SNBC évoque des besoins d'emploi pour bah, les filières, par exemple, la rénovation énergétique, mais donc 210 000 emplois d'ici 2030. Donc ça, c'est un sacré challenge en fait. Euh, D'autres secteurs créateurs d'emplois, donc les énergies bas carbone, la réindustrialisation, voilà. Mm. Par ailleurs, bon, elle ne fait pas l'impasse sur les emplois supprimés dans certains secteurs, en particulier dans tout ce qui a trait aux énergies fossiles. Donc là, bah, il faut euh, absolument avoir des méthodes de reconversion et d'accompagnement à l'échelle territoriale. Donc on a bien sûr l'exemple au niveau régional là, avec Cordemais, l'abandon de la centrale à charbon et également l'abandon du projet Écocombust. Donc là, en termes d'analyse, là, il y a un point positif, c'est que la transition écologique dans ces documents est reconnue comme créatrice d'emplois, mais il y a des défis qui ne sont qu'effleurés par la SNBC. Donc, euh, il y a
scénarios sectoriels qu'il faut mettre en œuvre pour favoriser les scénarios favorables à l'emploi et à l'écologie. Dans l'automobile, donc ça, je dirais qu'il y a sans doute pas mal de boulot à faire pour mettre en œuvre des scénarios réellement optimaux. Euh, donc l'ensemble des filières liées à la transition va générer un besoin de 3 millions d'emplois à horizon 2030. Donc ça, c'est vraiment un gros défi au niveau de la mise en œuvre des compétences. Par exemple, pour la rénovation des logements, eh bien, il y a vraiment un effort de formation gigantesque à faire si on veut pouvoir réaliser les objectifs. Il y a également, bien sûr, des réflexions à faire sur l'attractivité, enfin, comment attirer les gens pour travailler dans ces domaines, la qualité des emplois proposés. Donc, tout ceci devrait faire dans le cadre d'une transition juste, anticipée, avec dialogue social, une politique de soutien aux territoires fragiles, etc. Enfin, bref, que la transition ne peut pas, ne se fera pas s'il n'y a pas de prise en compte de la justice sociale, c'est très clair. Donc, il y a de très beaux principes dans la CNBC à ce niveau-là, mais encore faut-il que ce soit décliné opérationnellement sur le terrain. Voilà, j'en ai terminé avec Alors, CNBC. oui, Alors, est-ce qu'il y ok. avait des Voilà, questions? oui, oui, Jean-Claude, il y a quelques remarques en fait, il y a beaucoup de remarques, enfin beaucoup non, il y a quelques remarques de la part de Damien puis Gérard Lecourbe. Donc l'accord, la dernière en date, c'est celle de l'accord Mercosur peut augmenter l'empreinte carbone. À propos de l'empreinte carbone, ce qui est prévu à 2030, effectivement. Euh, Donc ça peut être une des conséquences de la variation de ce chiffre. Ensuite, il y a une remarque sur le bois énergie. Alors, le bois énergie est un coproduit du bois utilisé comme matériau. Donc, il n'y a pas que le bois, le chauffage. Le bois chauffage peut être issu, si je comprends bien, Damien, de l'exploitation du bois d'œuvre, entre autres. C'est oui, ce qui se passe un ça peu peut être pour c'est le un granulé. sous-produit, C'est effectivement, ça, mais ça voilà. peut être un sous-produit, mais par contre, Mhm. ce qu'on voit, c'est quand même un développement de pratiques sylvicoles qui sont, enfin, souvent dénoncées par Canopé, par exemple, sur le développement des coupes rases, etc., enfin, de sylviculture en monoculture, Oui, de tout à fait. résineux, etc. Donc, il y a vraiment sans doute une évolution des pratiques sylvicoles qui permettrait une exploitation plus vertueuse, quoi, enfin, de la Mhm. forme et du bois d'énergie. C'est Mais ça. oui, de toute façon, le bois énergie, jusqu'à présent, c'était quasi, je crois, c'est la première énergie renouvelable enfin, à l'heure actuelle. Enfin, c'est Mhm. en termes de pourcentage. OK. Concernant la rénovation énergétique, pour une rénovation énergétique, les changements de règles vont plus vite que le montage des dossiers d'aide. Ça, c'est un constat. Mhm. Oui, c'est bien possible. Et puis, Voilà. disons, avec les changements de règlement, enfin disons de réglementation, le maquis des aides, etc. C'est quand même extrêmement opaque et c'est les changements constants de niveau d'aide, etc. Mm. Euh, voilà, ça c'est, il y a vraiment une instabilité euh, qui nuit beaucoup à la progression des rénovations énergétiques. Mhm. Et puis, il y a un autre aspect, c'est quand même le reste à charge pour les particuliers, par exemple, qui est quand même très important. Il y a eu des études I4CE là, qui récemment, enfin, sur donc des comparaisons de reste à charge en fonction des déciles de revenus des ménages et qui montrent Mhm.
après que bah, le reste à charge pour les ménages modestes en termes de rénovation reste, c'est ça, la rénovation et puis l'achat de véhicules électriques, eh bien, bah, les gens ont beaucoup de mal, quoi, enfin, c'est par rapport au décile supérieur. Bon, enfin, ça, c'est un autre aspect. Mhm. Sur la capture et le stockage du CO2 qui a été évoqué, donc capture et stockage du CO2 sont comme le recyclage du plastique. Bon, les interventions des industriels noient un peu le poisson à ce sujet. Oui, ça peut être une façon Mhm. de dire, bah, on décarbone, Mhm. mais en fait avec des procédés qui continuent à générer beaucoup de CO2. Mhm. Donc, donc effectivement, il faut vraiment se méfier, quoi, enfin, ne pas prendre pour argent comptant forcément toutes les déclarations des industriels à ce sujet, quoi. Mhm. Et puis enfin, pour faire allusion au début de ton intervention concernant les opposants là, à Ouais. la décarbonation, c'est effectivement Damien qui fait la remarque que ce sont des pro-nucléaires. Dans les dossiers qui sont déposés, je suppose, Oui, que c'est tu as évoqué souvent, là, oui, 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 c'est les, souvent les des organismes. pro-nucléaires. Ouais. Oui, oui. Voilà. Mm. Voilà, on a fait le tour des remarques qui ont Très été faites bien. jusque-là. Parfait. Bon, bah, donc, on va entamer la partie sur la PPE qui va être un peu plus courte, je pense. Euh, voilà. Donc, la vision de l'énergie dans la PPE, donc c'est la PPE 3. Euh, des dates de sortie des énergies fossiles. Or, enfin, l'usage matériau, enfin, le talon d'usage dont on ne peut absolument pas se passer. Mais enfin bon, que le charbon en 2030, pétrole en 2045 et gaz fossile en 2050. Donc c'est quand même voilà. Après il y a des objectifs ambitieux. Électrification. Donc on veut passer de 440 TWh à 692 TWh en 2035. Donc on reviendra un peu en détail là-dessus, hein, puisque c'est vraiment quelque chose. Donc l'évolution n'est pas trop détaillée dans le document de PPE. Et puis bon, on suit donc les scénarios de RTE, donc le réseau de transport de l'énergie, hein, qui avait fait donc enfin, on avait fait des présentations hein, sur ces scénarios de DRTE. Enfin, je me rappelle, il y avait 6 scénarios en tout, 3 scénarios 100% énergie renouvelable et 3 scénarios avec du nucléaire plus ou moins poussé. Le scénario RTE choisi, c'est plutôt le scénario c'est un des scénarios avec du nucléaire, en fait. Bon, on va reparler de tout ça. Donc, les énergies thermiques renouvelables, ben, il y a une augmentation de 10% de la production de chaleur par biomasse solide d'ici 2030. Bon, le RAC estime que c'est pas évident. Là, comme je disais tout à l'heure, il y a des avis un peu divergents sur cette question. Donc, on y reviendra sans doute. Alors, ouais, enfin, donc ça, c'est les grosses masses hein, pour l'énergie renouvelable. On va y revenir un peu en détail. Hein, il y a vraiment la grosse vedette, c'est quand même le photovoltaïque, qui avec une ambition qui est largement revue à la hausse par rapport au SNBC précédent, au PPE précédentes. Il y a en mer, il y a des objectifs assez ambitieux qui sont avec la mise en place d'une filière industrielle. Par contre, pour les lignes terrestres, les objectifs sont assez peu ambitieux. Donc là, il y a un point certainement à revoir. L'hydraulique, bah là, enfin bon, dans notre région, on n'est pas très impliqué par l'hydraulique, mais il y a quand même un développement qui est important. Alors le nucléaire.
Donc ça, on va y revenir tout à l'heure, hein, donc il y a vraiment, comme sur le scénario RTE, maintien en fonctionnement du nucléaire historique, enfin des centrales actuelles, avec prolongement de leur durée de vie. 6 nouveaux réacteurs, donc EPR2, et 8 réacteurs évoqués à l'étude. Bon, voilà. Euh, donc là, voilà. La sortie des fossiles, on en a déjà un peu parlé, avec également le changement des chaudières, donc la disparition pas la disparition, mais la très forte diminution des chaudières à fioul et diminution assez importante des chaudières à gaz d'une façon générale. Euh, un accompagnement de la baisse du raffinage, mais sans tellement de précision sur la façon dont ça va se faire. Alors pour détailler un peu les choses sur le photovoltaïque, on passerait de... Donc il y a eu vraiment une révision à la hausse des objectifs. Donc là, c'est de 54 à 60 gigawatts en 2030 et 75 à 100 gigawatts d'ici 2035. Donc là, c'était 35 à 44 gigawatts en 2028 dans la précédente PPE. Donc c'est quand même largement revu Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a quand même une prise en compte dans la PPE du fait que il faut privilégier les sols déjà artificialisés, enfin ou pauvres en biodiversité, les friches, les décès routiers, enfin ce genre de choses. Et également privilégier les bâtiments, donc les toitures. Donc il y a une répartition, enfin vous voyez, 55% sur petite et moyenne toiture, 10% sur petite installation au sol et 35% sur grande installation. Donc 70% au sol. Donc là, ça inclut l'agri-voltaïsme, hein, c'est 70% au sol. Euh, et donc, il y a un privilège de faire ça sur bâtiment quand même, sur des sols artificialisés, et donc de ne pas trop toucher aux zones naturelles, agricoles et forestières. Donc, les installations dans le cadre de l'agrivoltaïsme ne devraient pas entrer en compétition avec la production agricole ou la gestion des forêts. Bon, ça c'est je dirais, les principes écrits dans la PPE. Là, je pars plutôt sur des propositions de la FNE, enfin du réseau énergie de FNE. Donc là, ils sont favorables au maintien de la dynamique actuelle sur 6 gigawatts par an installés au minimum. Et par contre, ils disent qu'il faudrait un objectif de puissance pour les toitures résidentielles. Actuellement, donc, enfin, il y a des chiffres intéressants là. Euh, en France, il y a actuellement une toiture sur 20 qui est équipée de panneaux. En Allemagne, c'est 1 sur 5. Alors que, a priori, je pense qu'il y a un peu moins de soleil en Allemagne qu'en France, hein, surtout dans le sud de la France. Donc, il faudrait multiplier par 4 le rythme actuel, 150 000 toitures. Quoique je pense qu'actuellement, il y a une dynamique qui est en cours. Enfin, d'ailleurs, enfin, je crois qu'il y a un article récent qui est paru dans Connaissance d'énergie ou ce genre de choses, disant que la seule énergie renouvelable qui est super boostée en ce moment, c'est le photovoltaïque, quoi. Enfin, je crois qu'on a dépassé le million d'installations photovoltaïques en France. Donc bon, ça, bien sûr, ça comprend beaucoup d'installations chez les particuliers, hein, enfin, donc sur les toitures des particuliers, mais enfin, c'est un rythme actuel. FNE préconise aussi un objectif de puissance pour les parkings, hein, enfin, puisqu'il y a donc l'obligation pour des parkings, alors je crois que c'est 1500 mètres carrés, qui doivent s'équiper de panneaux. Mais il faudrait préciser l'objectif de puissance globale. Améliorer la planification des parcs solaires. Euh,
enfin, je participe au comité régional de l'énergie. Enfin, je suis suppléant de Nicolas Richard qui représente FNE au comité régional de l'énergie des Pays de Loire. Et on constate donc c'est un comité qui examine la remontée des enquêtes auprès des EPCI sur les zones d'accélération des ENR. Et en fait, on constate que il y a les communes, enfin les EPCI plébiscitent le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, il va y en avoir beaucoup, alors que bon, ils sont beaucoup plus prudents par rapport à l'éolien terrestre, hein. Ça, c'est très clair. Euh, et donc, enfin, FNE demande, donc c'est très bien, mais qu'il faudrait mieux connaître le gisement en toiture, parking, au sol pour chaque région, systématiser l'élaboration d'un cadastre solaire pour chaque PCI et mettre en place un appel d'offres par la CRE spécifique pour chaque typologie de projet photovoltaïque. C'est-à-dire que les centrales au sol, les ombrières, etc., n'ont pas les mêmes caractéristiques et donc il faudrait avoir des appels d'offres spécifiques par ces catégories. Il faudrait également aider la massification de l'équipement des particuliers, du fait bon, le tarif de l'autoconsommation, les crédits d'impôt, donc lever le seuil de 3 kW crête pour les aides fiscales. euh, donc je crois qu'il va y avoir une nouvelle réglementation à l'horizon 2030 pour les bâtiments. Et ceci devrait inclure le fait que les bâtiments neufs pourraient accueillir euh, des énergies renouvelables, solaires en particulier. Donc, et ça nous permettrait au passage d'être en conformité avec une directive européenne qui existe déjà. Pour l'éolien terrestre, donc on l'a dit tout à l'heure, bah, le rythme de 1,5 gigawatts par an, ça semble quand même un peu chiche. Alors, il est vrai qu'il faut veiller à une répartition plus équilibrée sur le territoire, hein, puisque ça a été une des causes euh, de rejet. Enfin, donc, l'exemple des Hauts-de-France, par exemple, où il y a eu beaucoup de parcs éoliens et ça produit un peu un effet de saturation, alors qu'il y a des régions qui sont très peu équipées. Donc là, je dirais que l'objectif de la PPE est assez faible et est insuffisant, alors que c'est vraiment l'éolien terrestre, c'est quand même une énergie mature, enfin, donc et qui peut être mise en place rapidement. Ça permet de compléter, je dirais, la progression du photovoltaïque. Et voilà. Donc, il faudrait rehausser l'objectif, renforcer les mesures d'accompagnement des collectivités, avoir un peu plus de ZA ENR pour ce type de ENR. Bon, tout ceci, bien sûr, quand même, en respectant. Alors, il y a comment dire, des gens de FNE qui ont parlé de totem, c'est-à-dire en fait de lignes rouges. Donc, exclure les installations d'éoliennes dans les sites Natura 2000, et en particulier pour la protection des chiroptères et des oiseaux en mauvaise posture. Alors, là, c'est un peu le serpent de mer aussi, là, c'est le problème des radars. Donc, les radars militaires qui, en fait, stérilisent une bonne partie de la France en matière d'éolien, hein. Donc c'est un facteur limitant extrêmement important. Donc il faudrait voir à négocier. Alors il est certain qu'avec le contexte actuel, peut-être pas très favorable, avec les bruits de bottes un peu partout, mais enfin, il y a un décret qui est attendu depuis fort longtemps là-dessus. Il faudrait que cette problématique soit réglée une bonne fois pour toutes, quand même. L'éolien offshore, bah donc là, il y a quand même.
18 gigawatts prévus installés en 2035. Donc il y a une planification par façade maritime. Alors il faudrait que ça s'harmonise avec la stratégie nationale pour la mer littorale, les documents stratégiques de façade. Enfin, il y a eu une consultation là, tous ces temps-ci là, sur tout cet aspect, hein, enfin, pour définir en particulier les zones favorables à l'éolien offshore. Par contre, bah, là encore, il faut exclure tout développement dans les aires marines protégées, Natura 2000 y compris. Donc, alors, après, il y a quand même une petite phrase qui vous dit, enfin, on peut peut-être un peu négocier, tant qu'il n'est pas démontré que ces zones sont indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques. Euh, réduire les contraintes et favoriser la mutualisation du raccordement, privilégier les zones déjà artificialisées à terre comme en mer. La problématique du raccordement est assez importante, hein, puisque c'est une source de coût très important, hein, c'est le raccordement des parcs à la terre et génère des investissements très importants. Donc autant essayer de mutualiser au maximum. Alors en hydroélectrique, bon, on n'est pas très concerné, comme je disais tout à l'heure, mais enfin, de toute façon, FNE estime que l'objectif de SNBC national, de la PPE nationale est un peu trop important et pourrait être, enfin, on pourrait avoir 1 gigawatt de puissance gravitaire supplémentaire par l'amélioration existant. Donc, des aménagements des barrages, enfin des grandes réalisations hydrauliques qui permettraient d'être faits avec cette amélioration d'existant. Alors par contre, FNE est tout à fait contre le développement de la petite hydraulique. Parce que enfin, la grande hydraulique, en fait, les sites sont déjà équipés. Donc, en fait, le mal est fait, si j'ose dire, au niveau écologique. Enfin, c'est vrai que l'implantation d'un barrage au niveau écologique, c'est quand même très moyen. Euh, Par contre, la petite hydraulique, donc le fait d'équiper, donc là, on parle quand même de 485 mégawatts en supplément. Donc, c'est quand même, ça impliquerait d'équiper des centaines de sites, de petits, enfin de cours d'eau, alors que vous savez tous que la situation de la qualité des eaux, la biodiversité, enfin, au niveau de la France, n'est quand même pas vraiment brillante. Donc, enfin, le FNE est vraiment tout à fait contre pour le développement de la petite hydraulique. Allez, on arrive au nucléaire. Donc euh, là, bah, c'est un des points majeurs de divergence. La PPE donc réserve une large place au nucléaire. Six paires non, donc de paires 2. Études de petits donc des SMR, donc des petits réacteurs modulaires, et la prolongation des vieilles centrales. Donc là, c'est vraiment un triple pari. Alors, le risque juridique, je ne m'y tendrai pas trop, hein, ça, c'est les, comment dire, les juristes de FNE qui peuvent avoir un avis compétent sur la question, la compatibilité entre la PPE et la loi de programmation énergie-climat qui devrait être votée avant la PPE, enfin, qui devrait, la PPE dépend de la LPEC et donc il y aurait peut-être un risque juridique si la PPE prenait le risque du nucléaire sans tenir compte de la LPEC. Un risque industriel. Donc là, l'hypothèse de production pour 2030, c'est 360 TWh et on aimerait bien avoir 400 TWh. Et ça, bah, c'est hyper ambitieux. Donc ça, c'est avec le nucléaire historique et puis Flamanville, comment dire, Flamanville arrive à fonctionner d'ici, enfin, il fonctionne, mais bon, voilà. Euh,
Et ça, bah, c'est un objectif hyper ambitieux, avec des incertitudes techniques très sérieuses. Le parc euh, est vieux. Il va y avoir un besoin de financement énorme avec la relance du programme PR2. Donc c'est très incertain. On fait également l'hypothèse d'une prolongation de la vie des centrales actuelles au-delà de 60 ans. Donc l'ASN, là, récemment, a demandé à EDF de prouver que c'est possible. Enfin, de faire un dossier vraiment pour justifier la possibilité de production au-delà de 60 ans. Là-dessus, bon, pour l'instant, on est encore extrêmement incertain. Et puis, il y a un impasse sur plusieurs questions liées au cycle du combustible. Je ne, là, par contre, là-dessus, je suis pas hyper compétent et j'ai pas trop d'éléments. Mais enfin, c'est surtout lié aux équipements des piscines, enfin, l'entreposage des déchets. Et puis également l'approvisionnement en uranium, c'est peut-être pas si évident que ça, puisque là récemment Orano s'est fait jeter du Niger. Enfin, disons, la dernière euh, site d'exploitation d'Orano au Niger, l'État nigérien a dit non, non, on ne veut plus que vous exploitiez. Donc voilà, alors que c'était le plus gros gisement d'uranium d'Afrique, d'après ce que je sais. Voilà, donc il y a quand même quelques petits risques également de ce côté-là. Risque économique, alors là, euh, il y a comme je disais tout à l'heure, c'est une reprise des scénarios RTE, futur énergétique de 2050. Alors ces scénarios aboutissaient à la conclusion que les scénarios avec nucléaire étaient plus rentables que les scénarios 100% renouvelables. Mais ceci était basé sur des coûts de financement qui étaient les mêmes, enfin le taux d'intérêt pour les financements des investissements était le même pour le nucléaire et les énergies renouvelables. Or, c'est pas du tout le cas. Euh, les taux d'intérêt sont forcément plus importants pour le nucléaire qui est plus risqué, enfin, et que spécifiquement qu'une énergie renouvelable. Un parc éolien n'explose pas. Euh, voilà. Euh, et donc, ces chiffres les chiffres de RTE étaient quand même un peu biaisés par rapport à ce choix du cofinancement. Pour le coût de financement, pour Flamanville, par exemple, euh, le, le coût a grimpé à 12-13 milliards. Et en fait, d'après la Cour des comptes, c'est plutôt 19 milliards si on inclut les coûts de financement. Donc, c'est extrêmement important. Alors, par ailleurs, bah, la situation d'EDF n'est pas brillante hein, au niveau financier. Endettement à hauteur de 54 milliards. Le coût du programme des 6 EPR2, au départ, c'était 51,7 milliards. Maintenant, c'est passé à 64,7. Et il y aura une autre estimation d'ici bah, la fin de l'année, normalement. Excuse-moi, Jean-Claude, rectification à chaud là, qui m'est proposée là, par Damien, c'est au niveau des coûts du programme des 6 EPR2, il serait désormais à 67,4 milliards au lieu de 64,7. Ah, Il semblerait qu'il y bon, ait une coquille là, je ne sais pas ah, trop. peut-être, ouais. C'est possible. Il y a des références C'est qui sont possible. données par Je Damien vérifierai. pour aller voir les chiffres. Ouais, Voilà. voilà, c'est tout. Merci. Enfin bon, ça coûte cher, quoi. Ça coûte encore plus cher. Donc c'est ouais. Et donc, bah, actuellement, au niveau budgétaire, bah, vous savez dans quelle situation on est. Et donc, en fait, il n'y a aucune marge de négociation avec la Commission européenne. On est quand même assez discrédité. EDF a été complètement nationalisé, hein, si
Et donc, il est question pour le financement d'un éventuel prêt à taux zéro de l'État à EDF. Donc, qui dit prêt à taux zéro, bon, enfin, c'est quand même l'argent de l'État, donc un peu l'argent des contribuables. Donc, qui viserait donc à baisser le coût de financement, mais en fait, finalement, ça reviendrait à faire peser le coût du financement sur les finances publiques, quoi, tout simplement. Donc, c'est une grosse faiblesse de la PPE actuelle, hein, les engagements pour la filière nucléaire. En face, il n'y a pas de plan crédible de financement, même pour la première période d'application de la PPE, à l'horizon en 2030. Donc les propositions de FENOC que nous partageons, grosso modo, hein, c'est raffermer l'objectif de fermer progressivement les centrales nucléaires pour atteindre les 50% en 2035. Ne pas relancer le nucléaire avec la création de nouveaux EPR et SMR. Le scénario, le nucléaire, en fait, est trop lent, trop cher et trop risqué. Il est trop lent également parce que finalement, la PPE qui s'arrête, enfin cette PPE qui couvre la période jusqu'en 2035, eh ben, ne verra pas un seul EPR en fonctionnement en dehors de celui de Flamanville. Enfin, le démarrage d'éventuels premiers EPR, c'est apparaît 2035. Donc, pour réaliser des objectifs de décarbonation, le nucléaire ne joue aucun rôle. Mettre fin au projet d'enfouissement des déchets radioactifs CIGERO, donc ça c'est, hein. Et alors définir un plan B parce que euh, ce qu'on a même constaté souvent avec l'exemple de Flamanville, puis même des autres types d'EPR développés par EDF en Angleterre ou en Finlande, c'est une explosion des coûts, un dérapage des délais et des coûts. Et donc, on peut légitimement se poser la question enfin, on peut se dire que ça pourrait être exactement le même cas pour les nouveaux EPR2. Tant plus que finalement, les EPR2 sont pas enfin, l'EPR de Flamanville devait être la tête de série, mais en fait, les EPR2 ont un design différent. Donc, en fait, il n'est pas sûr qu'on ait tellement d'économies d'échelle ou d'apprentissage par rapport à l'expérience de Flamanville. Donc, il faudrait avoir une plus grande transparence des coûts réels du nucléaire et faire prendre en charge progressivement le coût du risque d'accident nucléaire par EDF. Voilà. Ben, j'ai presque terminé. Là, il y a simplement un point sur la gouvernance de la PPE. Donc là, on parlait tout à l'heure, enfin, j'ai évoqué tout à l'heure les comités régionaux de l'énergie et des zones d'accélération des ENR qui sont donc examinés dans ces comités régionaux de l'énergie. Donc là, bah, je dirais, il y a une proposition de comment dire, de déroulement de calendrier. Le ministre de l'Énergie demande donc une proposition d'objectifs régionaux de, d'énergie renouvelable. Euh, donc à M+2, les CRE doivent répondre sous les 2 mois. Et ensuite, à M+8, il y a une procédure de révision des SRADET régionaux pour se conformer à. Et en fait, après, donc, ultérieurement, les creux rendent des avis sur la suffisance des zones d'accélération pour l'atteinte des objectifs régionaux par énergie. Donc, je dirais que c'est encore très flou, assez flou, quoi. Enfin, il y a prochainement une nouvelle réunion du CRE, Pays de Loire, donc le 20 décembre. Donc, on verra ce qu'il en est exactement. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, si vous avez, s'il y a d'autres Ok, il y a questions, quelques go. questions qui ont été donc transmises là. Concernant la production d'énergie renouvelable, 1,5 fait la remarque hein, que à puissance égale, l'éolien utilise 10 fois moins de surface que le photovoltaïque. Ça, c'est une remarque.
Oui. Ensuite, on a 1,5 gigawatts par an de production. Ça devait être sur Ça, c'est l'éolien. de puissance installée, Oui, pas gigawatts de de, puissance, pardon, oui, de puissance, pas la pas de génération, production. pas de production. On n'y est même pas en 2023, puisqu'on n'est qu'à 1,3 aujourd'hui. Enfin, Mhm. on était à 1,3 là, hein. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu une remarque qui est faite par rapport à la congrégation où on parle beaucoup de zones d'accélération des énergies renouvelables. C'est très à la mode, mais il est vrai, il va falloir accélérer un peu Ouais, plus bah, vite. c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin ce qu'on constate, hein, dans les travaux des creux, hein, c'est que euh, euh, le photovoltaïque a une acceptabilité beaucoup plus grande, et donc les communes, enfin les EPCI, n'hésitent pas trop à mettre des zones Mhm. d'accélération de type photovoltaïque. Par contre, bah, l'éolien, Mhm. du coup, pâtit de la chose, quoi. Donc on va Mhm. se retrouver avec une très forte proportion de zones photovoltaïques, enfin en résultat final de la consultation, quoi, je pense. Donc Voilà, oui, ça Mhm. favorise pas le développement de Les l'éolien. zones. Ouais. Mhm. Et dernière remarque, là, je n'ai pas trop le contexte dans lequel elle a été faite, mais c'est les grandes surfaces commerciales ont obtenu un délai supplémentaire de 18 mois pour, non pas scolariser, mais solariser les parkings, j'imagine, Ouais, bien sûr, hein. ouais. Alors, le délai de supplémentaire, je ne sais pas dans quel cadre il a été accordé, pour quelle raison, je ne sais pas. Ouais. Bah, disons que les parkings, enfin, là on parle des parkings, hein, enfin, Oui, les surfaces de commerciales, en fait, ouais, notamment ouais. les ombrières, je suppose, des parkings de stationnement. Oui, ils ont brillé, ouais. Ouais, bah, c'est sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés où enfin, on peut développer ce genre de choses. Euh, mais alors, quand on parle avec des développeurs, il semble qu'il y ait vraiment pas mal de problèmes d'assurance. euh, Mhm. de, du fait que comment dire, les structures des centres commerciaux, etc., sont pas forcément hyper adaptés enfin, sont pas conçus au départ pour accueillir des panneaux photovoltaïques, et ça peut poser pas mal de problèmes d'assurance. Enfin, donc voilà, Et de sécurité, d'accord. et de sécurité. Donc Mhm. ça, bon, bah, c'est justement des problèmes qui doivent être examinés et essayer Ok, c'était la dernière de remarque. résoudre, quoi. Mhm. Mm. C'était Il la n'y a pas dernière. d'autres questions? Non. Non, très bien. Bah, j'espère que cette présentation vous a un peu éclairé. Donc, en fait, vous pouvez participer. Alors, de l'autre côté, Virage Énergie Climat, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire un cahier d'acteurs spécifique. Ça demande un peu de boulot. Et puis, bah, enfin, il faut pas qu'on soit, je dirais, un peu redondant par rapport au cahier d'acteurs euh, des ONG nationales, quoi, enfin, comme FNE ou le réseau Action Climat, etc. En même temps, on discutait un peu avec des gens de FNE, et ils disaient que finalement, enfin, ouais, des gens de FNE qui avaient discuté avec les garants de la concertation, puisque dans les concertations de la CNDP, il y a des garants. Enfin, donc, qui permettent de vérifier que tous les avis sont bien pris en compte, que la synthèse des remarques va bien être effectuée, enfin, en respectant tous les points de vue, etc., etc. Et cetera. Et les garants disaient, bah, c'est pas mal d'avoir pas mal de cahiers d'acteurs, même si il y a une redondance, parce que ça fait effet de masse. Et donc, s'il y a beaucoup d'acteurs qui disent, bah voilà, moi je suis favorable au développement de l'éolien d'une façon raisonnable, développement des ENR, etc., eh bien, plus il y en a, mieux c'est. Donc, bon, voilà.
En tout cas, vous pouvez participer, aller sur le site et vous trouverez pas mal de. Il y a quand même énormément d'informations intéressantes, hein. C'est quand même, il y a quand même du. Voilà. Eh ben, merci Jean-Claude. D'ailleurs, Damien nous remercie, te remercie et nous Non, remercie ok. pour cette Bon, soirée. voilà. 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 Merci, Bon, bah donc, merci ça va bien. être enregistré enfin, c'est enregistré et ce sera disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez faire un replay de cette soirée. Voilà. Eh Merci, bonne soirée. bien, bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.